Médias, intellectuels et politiques parlent de la crise actuelle comme d'une crise du capitalisme et du laisser-faire et prônent un retour de l'État. Pourtant, la réalité est que l'État et les réglementations n'ont jamais disparu et que s'il est vrai que le monde de la finance a pu agir de manière irresponsable, l'interventionnisme a très largement contribué à cette déresponsabilisation et donc à la crise, en faussant justement les mécanismes du marché. L'origine de la crise sur le marché des subprimes est donc due en grande partie à des causes très politiques. Jugez-en plutôt. Premièrement, la politique monétaire américaine. Celle-ci a eu plusieurs effets pervers. D'abord, dans le but de doper artificiellement l'économie après la bulle Internet, la Banque centrale américaine, la Federal Reserve, ou Fed, a entrepris de baisser fortement ses taux d'intérêt. Entre 2002 et 2005, les taux restent en dessous des 2%. Et entre mi-2003 et mi-2004, ils sont à 1%, soit, si on tient compte de l'inflation, des taux d'intérêt réels négatifs la plupart du temps. Avec des taux d'intérêt faibles, il est vrai qu'il est plus facile d'emprunter et donc de consommer et d'investir. Malheureusement, certains économistes expliquent depuis longtemps que cette politique d'argent bon marché a une contrepartie. Elle crée des bulles artificielles, le crédit étant déconnecté de l'épargne et de la production. C'est une sorte de dopage dont il faut payer le prix un jour. Exactement comme elle avait créé les conditions pour la crise de 1929, cette politique d'argent bon marché a créé les conditions de la crise actuelle. Les banques se sont fait le relais de cette politique d'argent bon marché et ont pu offrir plus de crédits, notamment immobiliers, ce qui a contribué à la hausse de la demande de logement, qui a entraîné la hausse des prix et la constitution d'une bulle immobilière. Cette politique monétaire a par ailleurs été doublée par des annonces de la part du directeur de la Banque centrale, Alan Greenspan, expliquant que la Fed ne pouvait prévoir l'éclatement de bulles financières, mais que dans l'éventualité d'un éclatement de bulles, la Fed injecterait des liquidités dans le système pour éviter la crise. Il semblait que toute dépression était désormais impossible grâce à la politique monétaire américaine. Ce type d'annonce véhicule un message très clair aux acteurs des marchés financiers. Les risques seront privatisés, mais les pertes seront mutualisées. Voilà donc une incitation formidable à prendre des risques au-delà du raisonnable. Cette politique monétaire a par ailleurs été instable. En effet, après une baisse des taux et une stabilisation pendant près de 3 ans, la Fed a remonté fortement ceci à partir de 2004. Or, les ménages ayant contracté des prêts avec des taux variables ont vu leurs frais financiers subitement augmenter, ce qui les a étouffés. Pour rembourser, ils devaient vendre leurs biens. Comme beaucoup de ménages ont fait le même calcul en même temps, le marché immobilier s'est écroulé. Ainsi, les hypothèques de biens à la valeur fortement dépréciée ne pouvaient plus servir de garantie et les titres qui avaient été émis sur la base de ces crédits pourris sont devenus toxiques, perdant leur valeur et entraînant une spirale de crise de confiance. Deuxièmement, la politique sociale d'accès au crédit immobilier. En 1977, sous l'administration Carter, est passé le Community Reinvestment Act, le CRA, qui est renforcé en 1995 sous Clinton. Cette loi est censée promouvoir l'accès au crédit immobilier pour les communautés issues de minorités. Elle empêche donc sous certaines conditions des organismes de crédit de refuser les crédits à des ménages issus des minorités sous peine d'être poursuivis pour discrimination. Elle a donc forcé des organismes à prêter à des gens qui pouvaient être manifestement incapables de rembourser. Ensuite, les organismes de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac, qui représentaient près de la moitié du marché des crédits hypothécaires. Ces deux organismes étaient issus de la sphère publique. Même s'ils avaient été dénationalisés, ils étaient toujours d'une part redevables devant les autorités et d'autre part susceptibles d'être aidés par des fonds publics. Ils avaient donc une garantie implicite et désormais explicite de l'État ainsi qu'une mission de politique sociale d'accès au crédit immobilier pour les ménages les moins favorisés. Cette politique de droit au crédit immobilier était très claire, avec des objectifs à atteindre en termes de ménages modestes couverts par ces crédits chaque année, objectifs fixés par le département de l'immobilier et du développement urbain et rehaussés chaque année. À titre d'exemple, la proportion des ménages gagnant moins de 60% du revenu médian de leur zone d'habitation, qui devaient obtenir des prêts spécialement abordables, était fixée par le département de l'immobilier et du développement urbain à 20% des emprunteurs en 2000 et 28% en 2008. Alors qu'il était très clair que Fannie Mae et Freddie Mac avaient couvert de plus en plus de crédits hypothécaires de gens insolvables, en début d'année 2008, des représentants au Congrès, essentiellement démocrates, ont poussé pour que les ratios prudentiels de ces deux entreprises soient encore rabaissés, les forçant à prendre toujours plus de risques.
La politique monétaire laxiste a contribué à l'essor de ces prêts risqués octroyés par le biais du CRA et de Fannie et Freddie au nom du droit au crédit immobilier. Ces politiques monétaires et sociales ont fait augmenter les prix sur le marché, nourrissant ainsi la bulle immobilière et permettant à des gens modestes de s'endetter alors qu'ils n'auraient pas dû. Avec des droits créés de manière artificielle, on a généré des bulles. Troisièmement, les ratios prudentiels des institutions financières. Il faut noter que ce sont les autorités qui ont entériné les règles financières dites de Bâle 1 et Bâle 2, selon lesquelles les fonds propres des institutions financières doivent être de 8% des avoirs au minimum. Par comparaison, ce ratio était de 60% dans le système libre du 19e siècle aux États-Unis. Quatrièmement, les lois de zonage urbain. Dans certaines villes des États-Unis, des lois de zonage urbain fondées sur les politiques de croissance dites intelligentes, les Smart Growth Policies, ont restreint l'offre de terrains à bâtir, créant ainsi artificiellement la pénurie et faisant augmenter les prix. Ce phénomène a conduit à amplifier la bulle spéculative. Tout ceci démontre que cette crise n'est pas d'abord une crise du capitalisme, du laisser-faire ou du marché, mais bien d'abord une crise générée par l'intervention du politique dans les mécanismes de marché. Ces mécanismes ont été faussés par diverses politiques monétaires, sociales, urbaines. On ne peut donc pas reprocher au marché de ne pas s'autoréguler. C'est bien le dopage de l'économie par le politique qui est en cause ici. Et le dopage ne peut conduire qu'à des déséquilibres. Il est donc erroné et injuste de critiquer le marché et pas l'interventionnisme politique qui en a faussé les mécanismes. Les nouvelles interventions sous forme de réglementation et de subventions risquent de reproduire à nouveau les erreurs du passé, comme elles l'avaient fait après la bulle Internet. Elles vont malheureusement empêcher, dans de nombreux cas, de responsabiliser à nouveau les acteurs des marchés et de garder la souplesse nécessaire pour les réajustements, préparant ainsi des nouvelles bulles que l'on attribuera au marché.